Lundi 27 mai, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast, déjà un 22e cette saison, et pour vous aujourd'hui, eh bien c'est un retour sur le week-end de course qui se déroulait dans la principauté de Monaco. Ça n'a peut-être pas été un grand prix qui a été rempli de rebondissements, mais on a quand même trouvé des choses intéressantes sur quoi on a jeté notre attention au cours du week-end. Je vais vous en faire part dans les prochaines minutes. On va retracer bien sûr les séances de qualification du samedi, le Grand Prix du dimanche. À la fin de l'épisode, je réponds à vos questions que vous nous avez envoyé par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et comme je vous disais, eh bien, on débute avec la journée de samedi. Samedi, journée de qualification qui est historiquement la journée la plus intéressante lors d'un week-end de course à Monaco. Samedi, eh bien, ça n'a pas dérogé de l'habitude. Ça a été la journée la plus intéressante. On a eu droit à un très bon spectacle, à une compétition à aller jusqu'à la fin. On ne savait pas qui allait signer la pole position. Même si Charles Leclerc avait été le favori, on pourrait dire même qu'il est le favori à tous les fois qu'il se présente à Monaco. Il est très bon dans les rues où il a grandi. Il a développé sa passion pour la Formule 1 en regardant les grands pilotes braver ce circuit. Donc c'est sûr que pour lui, c'est un peu plus naturel à ce moment-là. Et c'est je leur ai dit encore, un des très bons pilotes de qualification de la grille. Et c'est un gars aussi que quand on arrive sur ces circuits routiers-là, il réussit à oublier les barrières de chaque côté et vraiment soutirer le meilleur d'une voiture. Et c'est ce qu'il a fait encore en signant la pole position devant Oscar Piastri, devant son coéquipier Carlos Sainz, devant ensuite celui qui suivait Carlos Sainz, eh bien, c'est Lando Norris, George Russell, cinquième. Et là, ceux qui n'ont pas vu ce week-end de course-là vont me dire, ben, qu'est-ce qui est arrivé de Max Verstappen? Eh bien, il est derrière George Russell, Verstappen sixième. Les Red Bull ont eu énormément d'ennuis tout au long de la fin de semaine. Ça avait commencé lors de la journée de vendredi. Un peu comme à Imola, ben, on avait de la misère à trouver les bons réglages sur la RB20 pour être capable de soutirer le plus de performance possible. Pourquoi qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui a causé ces problèmes-là? C'est que le concept de la RB20, on a une suspension qui est très particulière. Depuis le début de l'effet de sol, ce qui se joue vraiment, là, le nerf de la guerre avec l'effet de sol, c'est Adrian Newey qui le répète constamment, que c'est la suspension. C'est la première chose qu'il a travaillé justement lorsque les réglementations ont été rendues publiques et que les équipes ont commencé à travailler sur les nouveaux concepts de 2022. Eh bien, lui, il avait travaillé vraiment très fort sur la suspension. Il savait par expérience que c'est là que ça allait se jouer et on l'a vu là, dès les débuts des nouvelles réglementations. Vous vous en rappelez, le fameux marsouinage qui était très présent, qui était une problématique parmi tous les écuries, sauf Red Bull. Eh bien, tout ça s'était joué justement dans la conception de cette suspension-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une suspension qui est très rigide. On veut être capable de placer les voitures les plus près possible du sol. Et lorsqu'on arrive sur des circuits qui sont un peu plus qui sont un peu plus des fois bosselés ou qu'on a des hauts vibreurs, tout ça. Par le passé, ça nous a pas trop nuit, à part à Singapour. Mais quand on est arrivé là à Monaco en fin de semaine, vous savez, là, on a continué d'évoluer la voiture. Et bien la RB20, on semble peut-être avoir rajouté sur la rigidité de cette suspension-là. Et lorsqu'on voulait attaquer les vibreurs, autant du côté de Verstappen que du côté de Perez, eh bien, la voiture sautait. Et quand que je dis sauter, c'est pas du marsouinage. C'est vraiment que ça déplaçait la voiture complètement à gauche ou complètement à droite. Donc, ce qui est arrivé, la conclusion qu'on en a tirée, comme on n'était pas capable de trouver une solution, c'est d'éviter ces fameux vibreurs-là. Comme Verstappen l'expliquait, si on n'est pas capable d'attaquer le circuit de Monaco et d'aller chercher les limites, le circuit est tellement étroit que si on n'est pas capable d'aller frôler les barrières et on doit se tenir loin des vibreurs, et c'est pas mal le cas là, sur tous les circuits. On n'est pas capable d'attaquer vraiment de façon féroce tous les virages, et bien à ce moment-là, on perd, on doit céder des centièmes de seconde, on doit sacrifier du temps, et lorsqu'on sacrifie du temps, c'est ce qui arrive en Formule 1, on ne peut pas signer la pole position. Donc selon lui, là, déjà d'avoir été dans le coup toute la journée, il trouvait que c'était déjà une surprise pour lui. Il a réussi tout de même à se qualifier 6
10e, mais c'est ce qui a causé là, la perte de Red Bull tout au long du week-end. Il y a aussi le deuxième facteur, c'est qu'on est très gentil avec nos pneumatiques. Red Bull est l'écurie depuis déjà plusieurs saisons où on ménage le plus les gommes. Comment qu'on réussit à faire ça? Ben, l'ennemi d'un pneu, c'est la chaleur. La chaleur excessive. Donc à ce moment-là, ce qu'on réussit à faire chez Red Bull, c'est toujours de contrôler la plage de température de nos gommes pour réussir à aller vraiment trouver la plage qui nous permet d'aller chercher le plus de performance possible. Il y a toujours une température qui est, on peut dire, la température parfaite, qui donne le maximum de performance du pneu, le maximum d'adhérence. Red Bull, sur leur voiture, c'est ce qu'on réussit à faire. On réussit à ménager les pneus et à toujours tenir ces gommes-là dans la bonne plage de température. Là, ce qui arrive, par exemple, quand on est sur un circuit qui va trop lentement, eh bien, à ce moment-là, on a de la misère à aller chercher cette fameuse température-là. Les gommes restent trop froides, donc elles ne sont pas efficaces autant qu'ils devraient l'être. C'est ce qu'on a vu l'année dernière à Singapour et c'est ce que Monaco a semblé causer comme problème aussi. C'était toujours glissant. Car lorsqu'on était même dans les gommes tendres, on était capable d'aller chercher un peu de chaleur. Je sais, on a besoin d'énormément de taux pour être capable de rejoindre les autres. Des écuries justement comme Ferrari qui ont eu des problèmes justement par le passé avec de l'usure prématurée, de la chaleur excessive dans leurs gommes. Mais lorsqu'on arrive sur un circuit comme Monaco, ben c'est pas un problème parce que on est tellement à basse vitesse que si on est capable d'aller générer de la chaleur rapidement dans nos gommes, ben plus vite qu'on est capable de le faire, plus vite qu'on est capable d'être compétitif. Donc c'est ce qu'on a vu là. Même chose pour Mercedes. Mercedes qui a normalement énormément de difficulté à contrôler sa température, ben cet effet-là était un peu réduit, rendu à Monaco. Et du côté de Red Bull, ben eux autres, ça leur a causé des problèmes. Un peu un copier-coller de ce qu'on avait vu à Singapour la saison dernière, même s'ils n'ont pas été relégués au fond du peloton, du moins pour Verstappen. Mais ça, c'est quelque chose qui va être... Je pense pas qu'on va réussir à corriger ça. Je pense que c'est plus quelque chose qu'on sait maintenant. C'est très rare en Formule 1 qu'on a une voiture qui est capable d'être compétitive avec toutes les caractéristiques de différents circuits. Normalement, on se concentre, on a des places où on est meilleur, on a des places où on est moins bon. Red Bull réussit quand même à générer de la performance sur énormément de types de circuits, mais ceux-là, les plus lents, on semble avoir de la difficulté. C'était pas le cas l'année dernière et la saison d'avant, on avait gagné à Monaco. Il semble que le nouveau concept de la RB20, cette nouvelle évolution-là, nous donne un peu plus de mots de tête qu'avant. Il y a aussi les écuries là, qui ont commencé aussi à emmener leur concept, eux autres, à continuer à progresser. Donc, ils se sont rapprochés de l'écurie autrichienne. Donc, tout ça, là, ça laisse une moins grosse marge de manœuvre à Red Bull. Lorsqu'on n'est pas directement dans les bons réglages, ben, automatiquement, on doit concéder des positions. Et c'est ce qui est arrivé à Monaco. Du côté de Hamilton, qui était tout juste derrière de Verstappen. Hamilton, là, il est arrivé quelque chose encore. Là. Lui, il mentionne, vous vous rappelez, on en avait discuté dans les derniers épisodes, comme quoi que Lewis Hamilton se défendait que s'il était obligé de consacrer des positions à George Russell et que plus souvent qu'autrement, depuis le début de la saison, il se retrouve derrière son coéquipier. Eh bien, lui, c'est parce qu'il faisait des tests. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement depuis la nouvelle réglementation en Formule 1. Tous les fois, depuis que George Russell est arrivé chez Mercedes, on l'entend souvent, toutes les fois que Russell a le dessus sur Hamilton. Hamilton dit, moi, c'est parce que je fais des tests pour essayer de trouver des solutions à notre voiture. Parce que depuis 2022, on cherche des solutions chez Mercedes. Donc, Hamilton dit souvent ça. Moi, je cherche des solutions. Je n'ai pas les mêmes réglages que lui. On a des réglages différents. Puis, c'est toujours George Russell qui semble trouver d'avoir la main heureuse de mettre le doigt sur les bons réglages pour être capable de passer en avant de Lewis Hamilton lors des qualifications. Là, Hamilton, dans les dernières semaines, il l'a sorti une couple de fois, cette histoire-là, notamment en Chine. Et Toto Wolff a sorti pour dire non, il n'y a pas d'histoire de réglages différents. Lewis roule pratiquement avec les mêmes réglages que George Russell. Les seules choses qui sont différentes, c'est peut-être que lui choisit des petits détails, mais c'est pas ça qui explique l'écart de performance. Il avait un peu mis éclairé Lewis Hamilton. Là, il avait mis un peu sur la chaise chaude, si vous le permettez, là, l'expression anglaise, que son explication était peut-être pas vraiment véridique, c'était peut-être plus une excuse qu'une explication. Et George Russell avait emboîté le même pas là, en disant que non, moi, à ce que je sache, je regarde ces réglages, ils sont très semblables à les miens. Donc, Hamilton, cette semaine,
Il se fait battre par George Russell. Il ne veut pas revenir avec cette excuse-là de réglage. Il a le fait qu'il n'a pas le même aileron, mais c'est lui qui a choisi de ne pas rouler le nouvel aileron, parce que puisqu'on en avait un seul pour le week-end. Et ce qui serait arrivé, c'est que non seulement si jamais on avait endommagé l'aileron lors des séances de qualification, ben on aurait été obligé de la changer. Et automatiquement, qu'on change une configuration, qu'on n'a pas les mêmes réglages sur la voiture, ben non seulement c'est tout le reste qui va être qui va avoir des conséquences de ça, mais il y a aussi le fait qu'on est en parc fermé. Aussitôt que les qualifications commencent, si on change des spécifications de la voiture, donc un aileron qui est différent, à ce moment-là, ben, on aurait pu avoir une pénalité. Il aurait fallu négocier avec les commissaires, dire, bon, on n'a pas le choix, mais il y aurait eu des fortes chances qu'on aurait pénalisé Lewis Hamilton, qu'il aurait été obligé de partir du fond de la grille ou même de la ligne des puits parce qu'on aurait changé quelque chose. Donc Lewis Hamilton lui dit, non, moi je veux pas ce risque-là, je la donne à George Russell. Normalement, on aurait pu faire un tirage au sort, on aurait pu s'entendre, on aurait pu voir peut-être une fois, toi, tu as les nouvelles améliorations, prochaine fois que ça arrive, on va te les donner. Normalement, on a toujours cette communication-là entre équipes. Des fois, on favorise, là, déjà, chez McLaren, on l'a vu par le passé, c'est toujours Lando Norris parce qu'on y va avec l'ancienneté. Il y a quelque chose qui est entendu entre l'équipe que Lando Norris, normalement, va avoir les améliorations avant son coéquipier Oscar Piastri. Mais c'est pas le cas chez Mercedes. Chez Mercedes, on a décidé de jouer... de mettre les cartes sur table, de jouer honnête. On ne veut pas nécessairement défavoriser Lewis Hamilton, même s'il s'en va chez Ferrari l'année prochaine. Donc, on lui a offert la voiture et l'aileron et c'est lui qui l'a refusé. Ce qui a été un peu particulier dans cette situation-là, une fois qu'on sait tout ça, là, que je vous ai mis la mise en situation, eh bien, après la séance de qualification, dans ses commentaires à chaud, peut-être un peu émotif. Lewis Hamilton a été mentionné que lui, il s'attend toujours depuis le début de la saison que ça sera comme ça, qu'il ne se réussira pas à battre George Russell en qualification parce qu'aussitôt que ça commence, il sait qu'il va se faire enlever 1 à 2 dixièmes de seconde par tour. Drôle d'affirmation, on se demande un peu pourquoi il dit ça, les journalistes tentent de se questionner un peu pourquoi tu dis c'est comme ça, il y a toujours de quoi avec les performances, je perds 1 à 2 dixièmes, je vais bien avant, mais donc il laissait un peu il laissait place là, à l'interprétation qu'il y a peut-être du jeu en coulisses, qu'il y aurait quelque chose du côté de Mercedes, sans trop le préciser, sans trop de lancer des accusations. Il soulève ça. C'est un peu sa nouvelle excuse qui se passe de quoi de spécial. Donc, c'est à vous de l'interpréter. Certains de ses partisans ont pris ça, on dit on le savait qu'il serait défavorisé depuis le début de la saison. Mercedes va toujours se ranger du côté de Russell. Puis là, c'est un peu ce que Lewis cherche dans le fond. Lewis cherche à trouver des excuses, à créer un peu une diversion sur les raisons pourquoi il se retrouve derrière son coéquipier. Et là, Mercedes, Toto Wolff est allé mentionner que l'aileron n'a pas donné assez de performance à George Russell pour lui permettre d'être à l'avant et même là, on le sait, c'était le choix d'Hamilton de ne pas l'avoir. Et puis qu'il n'y a pas de changement. Là, il y a la perte de performance, on ne comprend pas de où ce qu'elle vient. Ça se passe dans le volant. Là. Donc, tout ça, là, encore là, on voit là que c'est pas une saison facile. Du côté de Ferrari, on semble bien gérer la situation entre Sainz et Leclerc. Les deux semblent bien s'entendre. On n'a pas eu d'histoire de conspiration. C'est sûr que Sainz n'a pas la même mentalité que Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, lorsque ça va pas vraiment comme lui il le veut, on sait qu'il a tendance des fois à lancer des couteaux ou à trouver des raisons. Mais là, c'est ce qu'on a vu là, lors du week-end. C'est votre interprétation pouvant faire. Elle est aussi bonne que la mienne. On sait pas exactement. On n'est pas là. On sait pas ce qui se passe, sauf que après ce qu'il nous lançait depuis le début de la saison, là c'est le nouveau chapitre à cette histoire-là. On en aura sûrement plus, là on va voir au Canada ou sur les autres Grands Prix si ça continue de se jouer comme ça et si on va avoir plus de détails ou si Lewis Hamilton va décider d'aller un peu plus précis sur ce qu'il a avancé. Je pense pas qu'il le peut parce que je ne sais pas si c'est vraiment fondé ou il a vraiment les preuves comme quoi quelqu'un ou quelque part, il y a quelqu'un qui lui soutire de la performance, mais du moins, là, c'est ce qu'il a avancé. Donc, ça sera à voir à surveiller au cours des prochaines semaines et des prochains mois, là, d'ici la fin de la saison, comment cette histoire-là va évoluer. Derrière d'Hamilton, eh bien, c'est Tsunoda dans sa Racing Bulls. Tsunoda, très bon début de saison jusqu'à maintenant, a réussi toujours à emmener sa voiture dans le top 10. À Imola, il a connu un très, très bon week-end. On disait qu'il était dans un bon état d'esprit puisque c'était pratiquement un Grand Prix c'était un Grand Prix à la maison pour lui puisque sa résidence est là, puisque Racing Bulls a une usine là-bas en Italie. Donc, il avait très bien fait. Il a très bien fait lors des séances de qualification à Monaco aussi avec une 8e position. Alex Albon, 9e.
Qu'est-ce qui explique un peu que Williams est si compétitif dans ce week-end-là par rapport aux autres? Eh bien, James Howes expliquait que le fait qu'ils ont une voiture plus lourde, eh bien, c'est moins, ça vient moins être un facteur lorsqu'on est à Monaco. Il dit, même si on a une voiture un peu plus lourde, comme on n'a pas de grande ligne droite puis que c'est pas un circuit qui est très rapide, bien, à ce moment-là, ça paraît un peu moins. Et on a aussi apporté des améliorations à la voiture. On avait même demandé là un fait assez, encore là, c'est la lignée, les mots de tête de Williams depuis le début de la saison. On avait demandé là, lors des séances d'essai libre de faire encore plus attention pour ne pas abîmer des pièces. On sait qu'on manque de pièces de rechange du côté de Williams. Donc, à ce moment-là, on avait demandé aux deux pilotes, on avait donné les indications de faire doublement attention. C'est ce qu'on a fait. On s'est rendu à la qualification, on savait qu'on avait des chances, donc on ne voulait pas venir compromettre nos chances de bien se qualifier. Et vous le savez comment ça fonctionne à Monaco. Si on a une bonne qualification, eh bien, on risque fortement de marquer des points. Donc, cette 9e position-là, c'est une victoire en soi pour le clan Williams. Et 9e position, là, c'est très bien pour Albon. Parlant de sécuriser des points et d'avoir pratiquement une victoire là, en ayant une bonne position sur la grille, eh bien c'est le cas pour Alpine du côté de Pierre Gasly, le numéro 10, qui a réussi, lui, à se qualifier 10e, une place très importante sur la grille pour le clan français. On a eu des débuts de saison difficiles, mais je trouve qu'il y a un progrès. Là. À chaque semaine de course, on voit qu'on est capable d'apporter soit des améliorations ou des ajustements à notre voiture pour se sortir là, de l'arrière du peloton. En début de saison, j'avais même posé la question déjà si Alpine serait capable peut-être même de marquer des points cette saison. On en a eu un du côté d'Esteban Ocon et là en se qualifiant 10e du côté de Gasly qui lui n'a toujours pas inscrit de points cette saison. Donc ça pour ça c'est une très bonne nouvelle pour Alpine. 11e Ocon, donc même là on voit que les deux voitures sont à cette position-là. Deux coéquipiers qui sont très semblables dans leur performance, dans leur façon de conduire. Donc, d'être capable d'apporter la voiture 10-11, ça veut dire que c'était probablement l'état de performance de la voiture Alpine. Ensuite, c'était Hülkenberg qui a eu la 12e position, suivi par Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, et oui, encore une fois, Lance Stroll qui a réussi à devancer son coéquipier Alonso. Ensuite, 15e, c'était Logan Sargent. 16e, Perez, une fin de semaine là, pratiquement à oublier avec ce qui s'est passé. Même Perez s'est qualifié même plus loin que ça. La raison pourquoi que je suis un peu mélangé là, dans les chiffres que je vous donne, c'est que à la fin de la journée, le Bottas, Joe était dernier. À la fin de la journée, ce qui est arrivé, c'est qu'on a disqualifié les deux voitures As. Quelques heures là, après les séances de qualification, on s'est rendu compte lors d'une inspection que As n'avait pas respecté la réglementation du DRS. Le système de réduction de traînée n'était pas conforme. Ce qu'on demande normalement dans le livre de règlement, c'est que l'ouverture à l'arrière de la voiture qui est activée là, lorsqu'on est en qualification, on a le droit de l'activer. On a seulement une zone DRS à Monaco. Bien, l'ouverture ne doit pas excéder le 85 mm. Et c'est ce qui est arrivé pour As. On excédait cette ouverture-là. Donc, ils ont été tous les deux disqualifiés de la séance. Leurs temps ont été effacés. On les a envoyés à la fin, à l'arrière de la grille pour le départ de dimanche. À ce moment-là, pourquoi c'est arrivé? Eh bien, du côté du directeur de l'écurie, M. Komatsu, eh bien, on expliquait que on a apporté une nouvelle aileron au week-end de course pour Monaco et on n'a pas transmis l'information de l'usine à l'équipe technique, l'équipe qui est en charge d'assembler la voiture, comme quoi que maintenant, avec la nouvelle configuration de cet aileron-là, il fallait faire le test pour vérifier la grandeur de l'ouverture, mais pas juste au milieu. Normalement, c'est ce qu'on faisait avec l'autre aileron. On vérifiait qu'on avait 85 mm au devant, mais avec le nouveau concept, il faut aussi vérifier sur les côtés, parce que c'est vraiment sur chaque barre, donc aux extrémités de l'aileron, c'est là que ça ouvrait plus que 85 mm, mais au milieu, on était toujours conforme. Lorsqu'on a installé le haut de l'aileron, qu'on a fait notre test qu'on fait normalement à toutes les séances, lorsqu'on a fait notre test, tout était conforme, donc on a dit c'est beau, on est conforme comme d'habitude, sauf que à notre grande surprise, ce qu'on savait pas, c'est que oui, on avait 85 mm au milieu, mais on l'avait pas sur les côtés. Donc Komatsu, le directeur, s'est défendu en disant c'était pas voulu, c'est une erreur de communication, c'est sûr que c'est la réponse que normalement quelqu'un se fait prendre va dire, mais on peut quand même un peu le croire l'histoire là, avec les nouvelles pièces et toutes ces choses-là. Ça vient ajouter, c'est sûr, au chapitre de l'écurie As avec tout ce qui s'est déjà passé dans les dernières saisons, les erreurs, les choses comme ça.
ça, quoique côté disqualification, on n'est pas nécessairement reconnu pour ça, mais pour commettre des erreurs comme mal visser des roues, des choses comme ça, ben ça, on en a déjà vu par le passé. Ben là, c'est une autre erreur qui vient s'ajouter. Ce que ça a fait, eh bien oui, ça les a relégués à la fin de la grille. Et puis là, on mentionnait que oui, erreur de communication, ça ne devrait plus arriver et on va faire plus attention par le passé. Donc, on s'excuse de ce que ça a pu causer. Et puis, au bout de la ligne, ben, c'est eux qui ont été pénalisés plus que n'importe qui avec cette mauvaise installation-là. C'est ce qui conclut les séances de qualification. Maintenant, passons au Grand Prix qui avait lieu dimanche dans les rues de Monaco. Dimanche était la journée pour disputer la 81e édition du Grand Prix de Monaco, événement qui a vu le jour en 1929 et on a coursé dans les rues de la principauté pratiquement à tous les années depuis ce temps-là, à l'exception de la Deuxième Guerre mondiale ou plus récemment lors de la pandémie. Est-ce qu'on a eu droit à un bon week-end de course? Eh bien, les habitudes pour Monaco, c'est que c'est assez compliqué le spectacle. On ne sait jamais à quoi s'attendre, surtout lorsqu'on n'a pas de pluie qui vient mettre un peu de piquant. Ben, à ce moment-là, les dépassements sont assez compliqués. Et là, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a ajouté à la recette, qui fait que ça vient un peu endormant. C'est le fameux drapeau rouge au départ. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui a causé tout ça si jamais vous l'avez pas vu. Mais ce que ça a fait le drapeau rouge, c'est que ça a aidé les équipes à tout de suite changer le train de pneus. Et vous savez, la norme en Formule 1, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'un Grand Prix se dispute dans le sec, on est obligé d'utiliser au moins 2 gommes. Donc, ça nous force à faire un arrêt aux pluies. À Monaco, comme les dépassements sont durs à faire, ben normalement, ça se passe dans la ligne des pluies. Il y a tout le côté stratégique à cette course-là. C'est ce qui fait normalement le spectacle. Mais là, à cause du drapeau rouge signé Kevin Magnussen, eh bien, à ce moment-là, les écuries ont pu changer les pneus, se débarrasser de cet arrêt aux pluies-là obligatoire. Et là, on s'en est, s'en est suivi une parade plus que ça a été un défilé dans les rues. Il n'y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y avait plus vraiment de possibilités à avoir pour le reste de la journée. Donc ça, là, dès le premier tour, là, une grande partie de la carte cachée de Monaco qui fait le spectacle. Normalement, on l'a déchiré et on l'a mis aux poubelles. Donc il restait plus grand-chose, là, beaucoup de possibilités. Là. Moi qui aime bien normalement faire des calculs en regardant ça, qu'est-ce qui va se passer, lui il va arrêter quand? Ah, lui il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Je peux vous dire qu'il y avait plus de gros de calculs à faire. C'était assis-toi puis regarde puis attends que ça finisse. C'était pas mal ça pour le reste de la journée. Mais il s'est quand même passé des choses là qu'on va essayer de décortiquer avec vous un peu, notamment l'accident. Je vous en parlais, le drapeau rouge provoqué par Kevin Magnussen. Eh bien, il est rentré en contact avec Sergio Perez dès le départ. Il a forcé la donne à une place qu'il n'aurait jamais dû le faire. Il a été placé sa voiture à côté de celle de Perez, à une place où il n'y a pas d'espace pour en avoir deux. Ça vient que les murs viennent se rapprocher de chaque côté des voitures du peloton. Donc à ce moment-là, on ne peut pas passer à deux. Magnussen pensait que Perez allait lui laisser de l'espace à une place où il n'y en a pas d'espace. Il s'est tenu dans l'angle mort du Mexicain. Perez, lui, ne l'a pas vu, a tassé pour suivre sa ligne de course et rentrer en contact avec la voiture de Magnussen. Ça en est suivi de plusieurs coups, autant dans les barrières que dans la voiture de l'autre Haas, celle de Hülkenberg. Moi, je vous dis que c'est un risque inutile, mais ça a été aussi les mots de Nico Hülkenberg, le coéquipier de Magnussen, qui a dit après sa course, on peut dire, après son premier secteur et même pas sur le tracé. Lui, il est allé voir les journalistes, il a dit c'est un risque complètement. Il l'a même dit au micro, il l'a même dit directement au micro à son ingénieur de course, comme quoi que c'était complètement inutile ce que Magnussen avait tenté de faire là. Le seul qui n'a pas semblé comprendre la situation, eh bien, c'est le principal concerné, celui qui a provoqué ça, l'instigateur, lui qui pense que Perez aurait dû lui laisser de l'espace. Du côté de Sergio Perez, lui, il n'était pas content. Il dit que c'était impossible pour lui de se tasser. C'était évitable. Magnussen aurait dû lever le pied. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on surveillait, c'est que du côté du Danois, il a déjà, lui, 10 points d'accumulation sur son permis. On vous en parlait là un peu plus tôt cette semaine. On vous en parlait justement dans l'épisode de vendredi, comme quoi qu'il risque d'avoir une suspension. Et c'est une suspension
imminente dans son cas. Il manque 2 petits points à son permis pour recevoir une suspension d'au moins une course. Eh bien là, on s'attendait, je pensais que c'était le cas. Je pensais qu'on allait sévir du côté des commissaires. Puis là, un peu dans la même lignée, là, qu'on a beaucoup de difficultés à savoir s'il y a des pénalités ou s'il n'y en a pas. On est allé dire que c'était un incident de course. Ce qu'on voit de plus en plus là, lors d'un premier tour ou lors d'un premier virage, que comme quoi qu'on dit incident de course, on n'a pas voulu sévir, donc il s'en sort très bien. Sa suspension ira sûrement à plus tard, peut-être pas très loin, parce qu'à conduire comme ça depuis le début de la saison, je pense pas qu'il va se rendre très loin avec seulement 2 points sur son permis. Tout ça, qui a été le grand gagnant de ça? Bien, ça a été Carlos Sainz qui, lui, avait eu un contact avec Oscar Piastri au premier virage. Et ce que ça a fait, c'est que à cause du drapeau rouge, eh bien, il a pu réparer, changer ses pneus. Et donc, la crevaison, finalement, n'était plus aussi importante qu'elle aurait dû être parce que son Grand Prix était pas mal fini parce que toutes les voitures l'avaient dépassé. Il avait fait un tout droit dans l'un des virages. Donc, à ce moment-là, sa course était terminée. Mais ça venait un peu changer l'ordre. Ça venait un peu mettre de piquant tout ça dès le départ. Mais finalement, il a pu reprendre le départ aussitôt qu'on a décidé de relancer l'épreuve. Quand je vous dis qui a été le grand gagnant de ça, eh bien oui, c'est Carlos Sainz et le plus grand perdant de ça, il n'y a pas juste Sergio Pérez. Sergio Pérez, il faut le dire, il a un peu causé à sa perte, même s'il n'est pas responsable de l'accident. Lorsqu'on rate nos qualifications, et j'en parle, là, ça date depuis la saison dernière là, que j'en parle de ça, là, ça fait plusieurs Grands Prix, plusieurs semaines que je mentionne que Sergio Pérez a tendance à se causer des problèmes, à se rendre la tâche plus difficile qu'elle devrait être. Il a une voiture très compétitive, même si à Monaco, les performances n'étaient pas aussi, l'avantage n'était pas aussi net qu'ailleurs. Il aurait dû être beaucoup mieux placé sur la grille et à ce moment-là, quand on va jouer à l'arrière, ben là, on a des risques justement de rencontrer des pilotes comme ça, de rencontrer des pilotes plus téméraires qui jouent un peu vraiment des jeux à haut risque. Et c'est ce qui est arrivé. On a toujours plus de chances de se faire accrocher. Et là, Perez, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Comme je vous dis, il n'est pas responsable de l'accident, sauf que lorsqu'on rate notre journée de samedi, bien, on est plus propice à arriver à ce que nous arrive des malheurs comme ça. Le plus grand perdant, c'est Red Bull. Helmut Marko le mentionnait. Pratiquement 3 millions en pertes. Ça, c'est ce que ça va coûter pour les dommages sur la voiture du numéro 11 de Red Bull. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fonctionne avec un plafond budgétaire maintenant en Formule 1. Donc, on vient automatiquement d'amputer le budget de Red Bull de 3 millions pour quelque chose on n'a pas à se reprocher rien dans cette situation-là. Mais on travaille juste après un tour de Monaco, on travaille maintenant avec 3 millions en moins jusqu'à la fin de la saison. Donc, on n'est pas très satisfait de ça. On avait déjà abordé le sujet là, il y a quelques saisons que ça, là, lorsqu'on avait implanté ce fameux plafond budgétaire-là, il est arrivé une collision avec Valtteri Bottas qui avait carrément causé une perte totale pour les deux Red Bull en 2021. À ce moment-là, Red Bull avait dit on devrait être capable de refiler la facture à qui cause l'accident. Ça n'avait jamais été vraiment plus loin, ça n'a jamais été plus discuté. Est-ce que ça va revenir sur le sujet? Il y a fort à parier que Christian Horner va vouloir ramener ça au prochain à l'agenda de la prochaine réunion des directeurs d'écurie. Tout ça, eh bien, qu'est-ce que c'est venu donner? Mais c'est venu donner que, comme je vous dis, on a changé les pneus, on a tout fait ça, donc on a pu replacer la grille. Une autre voiture qui ne s'est pas repositionnée sur la grille, eh bien, c'est celle d'Esteban Ocon, qui lui aussi a été trop téméraire, pratiquement a quasiment sorti son propre coéquipier Pierre Gasly. Ça a causé une grosse collision quand même. Lui, il a levé dans les airs Esteban Ocon. Heureusement que Pierre Gasly a pu continuer. C'est venu vraiment fâcher le directeur d'écurie, Bruno Famin, qui a mentionné que c'est exactement ce qu'on ne veut pas et ce qu'on discute, qu'on ne veut pas qu'il arrive, qu'on ne veut pas que les pilotes fassent entre eux autres les coéquipiers. Donc, il n'était vraiment pas content après Esteban Ocon. Et il n'y a pas juste lui qui n'était pas content. Les commissaires de course, autant qu'on a décidé que Magnussen, c'était un incident au départ, on n'a pas pris la même décision pour Ocon. On lui a décidé de lui donner une pénalité. On lui a desservi 5 places sur la grille pour le Grand Prix à Montréal, le Grand Prix qui aura lieu dans 2 semaines ici au Canada. Eh bien, Esteban Ocon a une pénalité de 5 places sur la grille déjà à son dossier. Donc, Alpine qui travaille fort pour apporter des améliorations, essayer de se sortir des ennuis qu'on a depuis le début de la saison. Et là, on a Esteban qui fait ça. Ocon aussi, là, ça peut lui faire mal sur plein d'autres points. Il se cherche un nouveau volant en Formule 1. Il n'a pas de contrat en poche pour l'année prochaine. Il est un peu en audition. Il est même
pas un peu. Il est en audition présentement avec plusieurs écuries. On a Audi qui le regarde si jamais on n'est pas capable de sécuriser, d'avoir les services de Carlos Sainz dès la saison prochaine pour notre futur projet. On regarde Esteban Ocon lorsqu'on voit des choses comme ça. Est-ce que ça nous remet en question? Son dossier est grand. Là. Moi, c'est quelque chose, déjà, avant l'incident, Esteban Ocon, c'est des situations comme ça qui fait que je ne le voudrais pas l'avoir dans une de mes écuries. Être un directeur d'écurie, être quelqu'un qui est à la recherche de personnel, qui veut avoir des pilotes, je voudrais pas d'Esteban Ocon pour des comportements comme ça. Donc, tout ça, est-ce que ça va venir jouer un peu sur son prochain volant en Formule 1. On le saura jamais parce que il y a jamais personne qui va sortir publiquement pour dire moi je l'aurais pris mais à cause de ce qu'il a fait à Monaco, j'en veux pas de lui, on a décidé de passer à un autre dossier. Sauf que on va quand même pouvoir avoir des doutes là-dessus dépendamment où ce qu'il va aboutir la saison prochaine, mais du côté de son directeur d'écurie, il n'était vraiment pas content. Il a été pénalisé au moins pour ça et la bonne nouvelle c'est que Pierre Gasly a pu continuer son Grand Prix lorsque le départ s'est redonné. Quand que je dis qu'il n'est pas arrivé grand-chose, eh bien, on a quand même battu un record. C'était jamais arrivé en Formule 1 que les 10 premières voitures, le top 10, finissent aussi top 10 lors de la course. Et oui, les 10 voitures qui se sont élancées en premier ont fini pareil, un copier-coller des séances de qualification, ce qui signifie que Charles Leclerc a remporté pour la première fois le Grand Prix, son Grand Prix national. C'était le premier, justement, monégasque à gagner à Monaco depuis Louis Chiron, lui qui l'avait remporté là, il y a de ça plusieurs années. C'était justement Louis Chiron qui avait proposé l'idée d'un Grand Prix dans les rues de Monaco. Question d'attirer des gens pour le casino et toutes ces choses-là dans le temps. Là, on voulait créer du tourisme à Monaco. Donc, c'est lui qui était le dernier à avoir monté sur le podium. Ce n'était pas en Formule 1 lorsqu'il l'avait accompli. Donc, Charles Leclerc devient le premier pilote de Formule 1 monégasque à remporter son propre Grand Prix. Ça a été le côté le fun de la journée. Vraiment de voir Charles, il le mérite. Il a été victime de plusieurs malchances, autant en Formule 2 qu'en Formule 1. Ça a toujours été compliqué pour lui lorsqu'il se présentait chez lui. Il trouvait toujours un moyen, la malchance trouvait toujours un moyen de le rejoindre et de l'empêcher de pouvoir aller signer cette victoire-là qui était si importante pour lui. Il était très émotif à la fin. Il a pensé à son père lors des derniers tours. Son père qui a perdu la vie là, déjà depuis quelques saisons lorsque Charles Leclerc était dans son ascension vers la Formule 1. Donc de gagner ce Grand Prix-là, il avait dépensé pour lui. Il a sûrement eu dépensé aussi pour son parrain, Jules Bianchi, qui l'avait beaucoup aidé, qui l'avait épaulé pour atteindre le Grand Cirque. Donc tout ça, c'était des derniers tours très émotifs. Il disait qu'il avait même de la difficulté à voir devant. Puis là, il s'est ressaisi. Il s'est dit non, Charles, c'est pas le temps. Tu auras ces émotions-là après. Et on l'a vu là. Vous avez entendu son message à la fin que lorsqu'il a passé la ligne d'arrivée. Il a été rempli d'émotions et avec raison aussi. Là, il a travaillé très dur pour se rendre là. Je pense que cette victoire-là, l'avoir eu il y a quelques saisons, il l'aurait apprécié autant, mais il l'apprécie encore. Je pense qu'il apprécie encore plus avec tout ce qu'il a dû survivre, tout ce qu'il a dû vivre pour arriver là, pour en aboutir à finalement être consacré gagnant de son propre Grand Prix. Qu'est-ce que ça signifie ça, la victoire de Charles Leclerc? Eh bien, lui, il termine, comme je vous dis, l'ordre de rester pareil, donc il termine devant Piastri, devant Sainz, devant Norris, devant Russell, Verstappen, reste dans la même position, Hamilton, Tsunoda, Albon, Gasly qui finit 10e, qui marque lui aussi son premier point de la saison. Et ensuite, bien, Alonso 11e. Alonso là, a fait tout un travail tout au long du Grand Prix, il a voulu aider son coéquipier Lance Stroll. Il a essayé de le protéger en ralentissant les voitures derrière lui. Puis finalement, Lance Stroll a bousillé ça en frappant une clôture plus tard. Donc, il a finalement terminé derrière. Ricardo, 12e, Bottas, 13e, 14e, Stroll à cause de son contact, ça l'a renvoyé plus loin sur la grille, 15e pour Sargent, Joe, 16e et Ocon, Perez, Hülkenberg, Magnussen n'ont pas complété l'épreuve pour les circonstances qu'on vous a dit. Qu'est-ce qui est arrivé là pour
Du côté de la course aussi, on peut dire que oui, le drapeau rouge est venu gâcher le spectacle. Le tracé de Monaco aussi fait que le spectacle n'était pas intéressant du tout, même en dormant. Mais aussi George Russell là, qui a tout gâché en décidant que lui a décidé qu'il n'était pas là pour courser, qu'il était là simplement pour se balader et il a essayé de faire les tours les plus lents possibles. Il avait à un moment donné 11 secondes d'écart après seulement quelques tours. Il s'est allé à un moment donné jusqu'à 19-20 secondes d'écart. Il a laissé tout simplement les autres pilotes en avant de lui prendre l'avance. On aurait même pu avoir des arrêts au puits gratuits tellement qu'il était loin. Après ça, finalement, on a eu Hamilton à un moment donné derrière qui a tenté quelque chose. Ça a forcé Verstappen à arrêter. On a quasiment eu une petite compétition entre Verstappen et Russell. On a quasiment eu un dépassement, parce que ça a été on a eu très peu de dépassements. Là. On a eu notamment, je pense, Stroll sur Joe à une reprise. En tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ça a venu gâcher un peu le spectacle. J'ai eu énormément de difficulté à comprendre c'était quoi la stratégie de Russell. Peut-être garder ses pneus, justement, si Verstappen décidait d'arrêter à un certain moment pour être capable de se défendre. Mais en tout cas, c'était une drôle de stratégie. C'est ça. C'est un peu ça là, qui résume tout ce week-end de course-là et ce qui s'est déroulé. Ce que ça fait en résumé, ça fait que maintenant, il y a un écart de seulement 24 points au championnat des constructeurs entre Ferrari et Red Bull. Quand je vous dis là, que c'est important d'avoir des bonnes performances du côté de Perez, eh bien là avec ce qu'il a fait à Imola, ce qu'il vient de faire à Monaco, eh bien il ouvre la porte aux compétiteurs, à ses rivaux qui ont deux bons pilotes qui marquent des points avec une bonne constance, autant du côté de Norris, Piastri pour McLaren, du côté de Sainz et Leclerc du côté de Ferrari. Donc tout ça, là, lorsqu'on n'est pas à point et qu'on ne réussit pas à positionner sa voiture pour être capable, au moins dans le top 5, être capable de suivre la cadence comme les pilotes dans des grosses écuries, des écuries de l'avant du peloton doivent faire. Ça fait partie du travail que Perez doit accomplir. Eh bien là, il ne le fait pas. Il l'a fait au début de la saison et là, depuis Miami, la chaîne commence à débarquer. La même chose, un copier-coller qu'en 2023 où ce que la chaîne avait débarqué. Est-ce qu'il va être capable de sécuriser son volant avec une performance comme il a fait lors du week-end? Moi, je peux vous dire quelque chose, là, que si j'étais une petite mouche, j'aurais aimé ça être dans les bureaux de Red Bull et voir c'est quoi les conversations. Ici, on n'a pas commencé à siduler des réunions avec Carlos Sainz parce que même si on veut prendre notre temps du côté de Red Bull puis on veut un peu dicter ce qui se passe sur le marché des pilotes autonomes, lorsqu'on voit là, que Perez ouvre la porte à la compétition, est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça en 2025 avec les voitures qui continuent d'apporter des améliorations, on continue à resserrer le peloton, on continue que la marge de performance de Red Bull vis-à-vis à ses rivaux commence à s'amincir. Donc, on veut pas là, qu'en plus ouvrir la porte avec des performances comme ça. Donc, de mon côté, je pense que je ferais... je rentrerai en communication avec Carlos Sainz, puis je commencerai à discuter plus sérieusement pour voir ce que ça prend pour l'avoir pour la saison prochaine. Donc, c'est ce qui conclut la journée de dimanche. Maintenant, passons aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. La première question nous vient de Romain qui nous écrit « Est-ce possible de m'expliquer les écarts de performance entre les différentes gommes tendres, médium et dures? Je profite aussi de l'occasion pour vous féliciter, vous ainsi que vos collaborateurs, pour votre excellent travail. Lâchez pas, on est chanceux de vous avoir. Eh bien, merci beaucoup Romain de la part de toute l'équipe. C'est très apprécié d'avoir pris le temps de nous envoyer une question, mais de aussi joindre votre excellent commentaire, vos bons mots. C'est toujours le fun de lire ça. Félicitations aussi pour votre excellente question, car oui, il y a bien et bien des écarts de performance entre les différentes gommes. Ceci peut varier d'un week-end à l'autre, dépendamment de la recette qui a été choisie pour Pirelli. On tient toujours en compte de la surface que le Grand Prix sera disputé, mais vous pouvez garder en tête qu'il y a une règle environ d'une demi-seconde d'une gomme à l'autre. Donc, si je décide de m'élancer avec la gomme dure et que je change par après pour disputer un tour en gomme médium, normalement, je devrais gagner environ une demi-seconde. Même chose, si je décide de changer la gomme médium pour la gomme tendre, je devrais gagner une autre demi-seconde. Pour en venir à une conclusion qu'il y a environ une seconde d'écart entre la gomme plus dure et la gomme la plus tendre.
La deuxième question nous vient de Cédric qui nous demande est-ce que les installations du Grand Prix de Monaco sont permanentes? Eh bien, Cédric, sachez que si les garages sont là à l'année longue, ça demande quand même 6 semaines aux 250 travailleurs. Question d'assembler les gradins, mais aussi pour installer les 33 km de barrières et les 3600 pneus qui serviront de dispositif de sécurité. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 27 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast, de nous suivre sur Spotify, Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où deux de nos collaborateurs se joindront à moi afin de discuter des différents sujets d'actualité dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.